Voilà, donc ici je suis en train de voir donc les robots manipulateurs. Il y en a, bon, toute une catégorie. Elles sont fabriquées au besoin, c'est-à-dire suivant ici nécessité fait loi. Bon, c'est normal parce que ça la demande. Quand il y a une demande, par exemple, on a besoin d'une certaine, de certains robots, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va commander en fonction de ses besoins. Donc on va fabriquer un robot en fonction des besoins. Bon, il y a des robots standardisés, hein, comme dans toute production. On sait bien que bon, la manutention, les grues font de la manutention, je vous le dis tout de suite. Bon, ben, voilà, on peut utiliser des robots aussi pour la manutention et pour déplacer certaines choses. Bon, ouais. Alors qu'on a des chariots élévateurs qui peuvent être, je veux dire, comment téléguidés, voire travailler euh, voilà, tout seul. Mais on peut faire quand même des robots de transport, hein. Un robot peut transporter aussi. Il n'y a pas que les grues qui transportent ou les chariots élévateurs. Alors ici, je pense à des chariots élévateurs, des chariots, voilà, des clarks automatisés. Il y a des clarks automatisés qui n'ont pas besoin de personne, ouais, pour le piloter, voilà, le clark, ou pour le conduire. Bon, parce qu'un clark, on le conduit. Quoique, il peut être piloté par radio, hein. Voilà, par radio. Euh, Parce qu'avec les voies et moyens techniques actuels, télécommunications, ben, on peut piloter, je veux dire, à travers un ordinateur, un Clark ou quoi que c'est ça que je suis en train de dire. Bon, alors, si les Clarks automatisés, hein, des Clarks, je veux dire, sans chauffeur, sans conducteur, un Clark sans conducteur, c'est possible. Voilà. Euh, mais un robot peut faire ça aussi. Il peut. Alors on a des robots mobiles et immobiles. Par exemple, dans ce cas-ci, j'ai dessiné un robot immobile. Ah, lui, vous voyez qu'il est fixé et point à la ligne. Il est fixé et point à la ligne. Il ne va pas commencer à bouger à droite à gauche. Bon, il y a des robots qui sont un poste fixe. C'est comme un travailleur, hein. Un travailleur, il y a des travailleurs qui doivent rester à l'atelier, ils sont assis et ils travaillent voilà, à leur pupitre de travail et restent assis à leur place. Donc il y a des gens qui travaillent à leur place, ils sont immobiles, et il y a des gens qui bougent beaucoup. Il y a des gens qui bougent beaucoup. Quelqu'un qui doit travailler sur un pupitre de travail tel que par exemple le laboratoire électronique, enfin plutôt les usines d'électronique, de fabrication électronique, ben, je veux dire, chacun a son poste. Ouais, c'est du poste à poste, chacun a son poste. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui font voilà, euh, voilà, et on voit des gens à vélo quand les usines sont grandes, et ils sont véhiculés voilà, par vélo, trottinette ou peu importe. Bon, ils passent d'une usine à l'autre parce que l'usine est grande, par un moyen de locomotion qui permet de gagner du temps. Voilà. Mais donc c'est pour vous dire que on peut avoir des gens qui travaillent de manière fixe ou des gens qui bougent beaucoup. Voilà. Alors je vous rappelle que, comme j'ai toujours dit, euh, le transport, c'est une grosse part voilà, du travail qui est effectué en général, hein. Vous voyez déjà les camions, les trains, les bus, les voitures. Le transport, c'est une grosse partie du travail, voilà, que les gens font. Et puis, au sein d'une entreprise, les gens bougent beaucoup, notamment un magasinier qui bouge beaucoup, voire quelqu'un qui est dans les chantiers. La plupart du temps, c'est beaucoup bouger. Alors les grues euh, permettent l'aide de transporter voilà, du matériel lourd d'un point A à un point B, mais le transport est toujours là. On transporte par camionnette, camion, voire par train au sein d'une usine. Je parle au sein d'une usine. Euh, euh, ou alors des gens qui transportent manuellement. Mais là, bon, il ne faut pas prendre des charges lourdes parce qu'on ne fera pas long feu. Alors il y a toujours des moyens il y a des Clark, il y a voilà, il y a des petites camionnettes, des petits engins de chantier qui permettent de passer d'un point à l'autre, qui permettent de mettre du sable à l'intérieur de son petit engin de chantier, voilà, remplir du sable ou du matériau de construction. Voilà. Il y a des petits engins comme ça qui existent de chantier et qui permettent voilà, de faire passer d'un endroit à l'autre du chantier. Donc les chantiers, généralement, c'est mobile. Les gens doivent beaucoup aller chercher de marchandises, la transporter, aller chercher une machine. Et on va dire, il y a un gros pourcentage, c'est ça. C'est d'aller chercher les outils, chercher les matériaux, aller appeler quelqu'un, aller chercher une équipe ou peu importe, aller dialoguer avec une équipe. Voilà, aller voir le chef de chantier, aller voir l'architecte. Et c'est beaucoup du mouvement. Donc, il y a des emplois à poste fixe
il y a des emplois à poste mobile. Quelqu'un, on lui dit, tu restes dans ton pupitre et tu fais le travail de dénuder des câbles qu'on va te donner, mais il reste assis, il reste là jusqu'à sa pause, jusqu'à la pause. Voilà. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, il y a des travaux mobiles, travaux fixes. Voilà. Parfois, il y a des travaux mixtes, mobiles et fixes. Bon. Mais ici, les robots, c'est le même. On peut avoir des robots mobiles, bah, avec des roulettes bon, qui peuvent se déplacer dans l'usine, ou des roues, peu importe qu'est-ce que c'est pour. Voilà. Parce que maintenant, bah, il existe le moyen de locomotion. Bah, si c'est sur des terrains propres, c'est des surfaces lisses, on a les roues, les roulettes. Hein. Voilà, maintenant, si on est dans des terrains, des terrains, on va privilégier les chenilles. Les chenilles. Voilà, voie de locomotion par chenilles. Donc ici, le travail effectué par comment on appelle ça, le robot, mais il peut être à poste fixe, et si dans ce cas-ci, c'est à poste fixe, on le fixe à un endroit, il bouge plus. Enfin, il bouge plus. Il pourra rester à son endroit, mais il va bouger suivant ces degrés de liberté qu'on lui a imposés. Parce que là, fixé, il est fixé au sol. Hein. C'est fixé au sol. Donc là, il va rester à cet endroit-là. Maintenant, si on veut le positionner à un autre endroit, bien sûr, il faut qu'il y ait une zone de sécurité, je vous le dis tout de suite. Hein. Et, voilà, sécurité et hygiène impose voilà, une zone de sécurité autour du robot. Hein. On ne peut pas se trimballer comme on veut. Il doit y avoir des capteurs de sécurité et ainsi de suite. On doit avoir un environnement propice à aller. Je veux dire, quand le, le, le robot ne travaille pas, voilà. Mais quand le robot travaille, bon, voilà, on doit mettre toutes les sécurités avec les lampes qui vont autour pour ne pas, je veux dire, avoir un accident voilà, en usine ou au travail. On va dire ça comme ça. Donc ici, bon, bien sûr, faut ramener tous les câbles électriques pour pouvoir le commander parce que bon, c'est que des moteurs. Hein. Je veux dire, on va dire le robot, c'est la plupart du temps, c'est des moteurs hein, pour permettre la rotation. C'est des moteurs qui tournent, voilà, qui permettent la rotation. Alors ici, le tout, c'est de détecter comment va faire ses mouvements le robot, sachant qu'il est fixe. Voilà, je vais détecter ça. Donc on a bien sûr des outils mathématiques qui permettent, je veux dire, quel calcul matriciel qui permettent, je veux dire, de mettre, je veux dire, voilà, la chaîne, parce que les robots, c'est que des chaînes. Hein. Enfin, quand je dis c'est que des chaînes, c'est pas que ça. Je veux dire, c'est l'hardware. Qu'est-ce que c'est qu'un robot? C'est de l'hardware. Bon, vous voyez que c'est un équipement. Ouais, il y a différentes formes de robots. Ouais. Les robots, un robot n'est pas l'autre parce que voilà, ils sont pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes fonctions. Voilà, une fonction n'est pas l'autre, donc le robot d'un robot à l'autre, ça peut changer. Voilà, donc il y a divers types de robots. Il y a différents types, voilà, de fonctions. Alors, bien sûr, on peut faire de la peinture, voilà, de la manutention, du soudage, de l'assemblage. On peut faire, voilà, on peut tout faire. On peut tout faire avec un robot. Pour autant que c'est une utilité, que ça permet un gain de temps, et une robustesse, et un gain de temps, une robustesse, et voilà, un service d'entretien, espérons-le, le moins coûteux possible par rapport à un ouvrier qui devrait prendre la même place et voilà, qui ferait le même travail. Donc ici, il faut avoir un gain, hein, un gain par rapport à une personne qui travaille. Il faut avoir le gain, parce que si vous mettez une personne qui coûte moins cher que le robot, autant mettre une personne qui coûte moins cher que le robot. Mais en général, les robots, justement, on les utilise parce qu'ils ont un meilleur rendement, ils travaillent plus vite, ils sont plus robustes, ils tombent rarement malades. On va dire ça comme ça. Quoique de temps en temps, ils tombent en panne, mais c'est plus rare qu'un être humain où vous allez crier dessus. Bon, et le lendemain, vous ne le voyez plus, soi-disant, bon, parce qu'il est tombé malade pour une raison ou une autre, mais c'est parce qu'en fait, on a crié dessus. Donc, le robot, il n'est pas émotif. Hein. Il n'est pas émotif, c'est pas comme un être humain où vous avez crié dessus, ben, le lendemain vous le voyez plus, soi-disant il va vous dire qu'il a une grippe ou quelque chose comme ça, mais il a rien de tout ça, c'est juste parce que vous lui avez crié dessus. Donc l'être humain, il est frileux aux remarques, aux émotions. La machine, le robot, il n'est pas frileux aux remarques. Le robot, il est très costaud. Un être humain, il a sa force, point à la ligne. Au-delà de ça, il ne sait pas la dépasser. Un robot, il peut dépasser, je veux dire, la force des êtres humains. Voilà, donc, et en plus de ça, il travaille beaucoup plus vite. Il peut être très précis. Il peut être très précis. Par exemple, si on va sculpter une statue, ben, la statue sculptée, bon, elle va se faire au bout peut-être, voilà, dans l'heure qui vient, même moins, vous avez la statue sculptée avec précision. Hein. Il va faire un travail de précision. Donc, c'est pour vous dire que, bon,
il a des qualités que l'être humain n'a pas. C'est pour ça que, bon, ce qu'il y a, c'est le coût. C'est juste le coût. Mais ça, le coût, il est rendu, hein, parce qu'il va faire du bon travail qui va, je veux dire, comment on appelle ça, rendre service voilà, au poste de travail et donc à l'entreprise. En travaillant vite et bien, avec un coût de rendement, un coût, euh, un coût très appréciable. Et donc c'est un gain de temps et un gain d'argent. Mais bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'achat, l'amortissement comment on appelle ça, du robot. L'amortissement, bon, ça a quand même un coût. L'amortissement, il a quand même un coût. Il a un coût, mais maintenant, quand il amortit, voilà, c'est tout bénéfice, comme on dit. C'est tout bénéfice. Et donc, là-dessus, qu'est-ce qui vient se greffer à ça? Ben, je veux dire, c'est un chaînon mécanique, vous voyez que, avec des articulations. On a toutes des articulations. Et justement, ici, le but de la manœuvre, ici, c'est de trouver les articulations. Toutes les articulations que ce robot peut faire, sachant qu'il est fixé au sol. Alors, bien sûr, on a tous des outils mathématiques, tels que le calcul matriciel, comme je l'ai dit. Euh, et donc, le calcul matriciel permet, je veux dire, d'entrevoir tout le chaînon qu'il va y avoir au niveau des mouvements. Tout le chaînon. Parce que c'est une chaîne, hein. C'est une cascade voilà, de mouvements. Hein. Les mouvements sont cascadés. Donc, c'est une chaîne, c'est un chaînon. Ça va dire, c'est comme on va dire une liste d'éléments, d'organes chaînés. C'est une liste d'organes ou d'éléments chaînés. Ils sont mis, voilà, en bout à bout et permettent justement les mouvements qui sont demandés. Et donc, comme on a des positions dans l'espace, ben on a voilà, des repères qui vont intervenir et donc des calculs euh, de position dans l'espace et donc calculés au travers de matrices et donc de l'algèbre linéaire. C'est l'algèbre linéaire qui permet de faire ça. Et donc, le calcul matriciel, ben, il apparaît dans beaucoup de choses. Hein. L'électricité, la mécanique. Quand je dis la mécanique, c'est toutes les sortes de mécanique, aussi bien la mécanique rationnelle que les autres mécaniques. La résistance, l'optique. Voilà, en optique, on retrouve les calculs matriciels, notamment là aussi, on retrouve du calcul matriciel en optique. Ça aide beaucoup, énormément, pour les rayons lumineux. Voilà. Mais, et en électronique, électricité, électronique, tout ce qui est science exacte, ben, on retrouve les matrices. Et on peut retrouver aussi des matrices, voire même en économie. Et donc, l'utilité du calcul matriciel, par exemple, ici, c'est une bonne utilité, notamment dans comment on appelle ça, les robots. Les robots. Et donc ici, on a un robot manipulateur, on va dire quelle que soit la fonction qui lui est attribuée, que ce soit de la manipulation, de l'assemblage, de la soudage, de la peinture, voire de la sculpture, ou peu importe, hein, je veux dire, on peut imaginer toutes sortes de travail que peut effectuer, je veux dire, un robot manipulateur, doit situer dans l'espace son organe terminal. Il peut s'agir je veux dire, l'organe terminal ici, il peut s'agir d'une pince, un pistolet, une lance, pourquoi pas des... Bon, pinceau, ça m'étonnerait parce que on utilise plus le jet de pression pour les peintures, donc ici, quoi qu'on pourrait mettre ouais, bon, c'est plus des pistolets ou des lances pour les... voilà, on va dire, voilà, on peut mettre on fait de la peinture par air comprimé, pourquoi pas. Voilà, ben c'est pour ça que je disais que bon, les pinceaux, on peut donner des pinceaux, je veux dire, au robot, mais je veux dire, on va privilégier pour la peinture, la peinture à air comprimé, euh, sortie de buse. Alors il peut faire de la soudure, comme je l'ai dit, hein, de la soudure. Vous pouvez tout imaginer, tous les. Alors il est précis, comme je l'ai dit, hein, il est précis. La couleur, il va bien la faire, magnifiquement. La soudure, il va bien la faire. Alors il va faire comme je dis, des bustes ou des têtes ou voilà, il peut tout faire. Il peut tout faire. Et donc l'un des problèmes principaux qui apparaît bien sûr en robotique pour les robots, ben, c'est bien sûr à définir une situation spatiale, c'est-à-dire on va dire c'est deux choses, c'est une position et une orientation. Une fois qu'on a une position et une orientation, enfin, une fois qu'il a ses positions et ses orientations, ben, je veux dire, ben, il a sa position
voilà, terminal, qui est ici, dans ce cas-ci, c'est une espèce de pince, voilà. Ici où il doit aller avec précision. Voilà, avec précision. Et donc, qu'est-ce que c'est que la structure mécanique d'un robot? Ben, c'est assimilé, si vous voulez, à un ensemble de corps, voire d'organes. Ce sont des organes comme un être humain. Hein, je l'ai composé, voilà, d'os, avec des articulations au niveau des os. Alors, les corps peuvent être rigides, euh, on va dire mobiles. Donc, on aura des liaisons, euh, souvent des liaisons de type euh, rotoïde, permettant bien sûr un mouvement relatif de rotation, soit on va dire des liaisons prismatiques, permettant un mouvement, on va dire, relatif de translation. Alors pour définir la situation de chacun de ces corps, de ces organes, ben, on fixe rigidement à chacun de ceux-ci un repère, on va mettre un repère, et donc le problème se ramène alors à définir la situation de chacun de ces repères. Donc ça devient un problème de repère, de repérage. Vis-à-vis bien sûr d'un repère de référence. Hein. Donc on aura, comme on a un chaînon d'organes mécaniques, on aura un chaînon d'organes, enfin de repères. On a un chaînon d'organes mécaniques, et on aura un chaînon de repères. C'est surtout ça qu'il faut, voilà, évaluer au travers de l'algèbre matricielle, c'est-à-dire ici l'algèbre linéaire. Alors, bien sûr, le meilleur des repères ici, il y a tout va être en mouvement sauf un. Ici, dans ce cas-ci, c'est celui au sol. Hein. Quoi qu'on peut faire encore bouger celui au sol par un mouvement, voilà, par des roulettes. Mais ici, il est fixe. Donc, euh, celui du sol, le repère du sol, il est fixe. Et tous les autres seront en mouvement relatif par rapport au, au- au repère du sol, qui lui est fixe. Si vous voulez, on a un repère qui lui est fixe et les autres sont mobiles par rapport à ce repère fixe. Et donc, là, on va utiliser à cette fin les matrices de transformation, on va dire, homogènes. Alors, transformation homogène, c'est simplement qu'on rajoute voilà, des zéros et un dans la matrice. Hein. Bon, voilà, on va dire ça comme ça. Alors maintenant, le tout, c'est de trouver ce robot. Comment pourrait-on trouver voilà, ces liaisons? Le tout, c'est d'observer le robot, de l'observer. Alors, où sont les... Est-ce que, là, tout d'abord, il y a une liaison, vous voyez que le robot ici permet un mouvement devant, en arrière, ça c'est l'arrière du robot, hein. Je suppose que c'est l'arrière, un mouvement arrière et un mouvement avant. Voilà. Donc ça permet un mouvement arrière et un mouvement avant. Alors qu'est-ce qu'on remarque aussi? Là, il permet une rotation. Une rotation. Donc, là, on a un mouvement rotoïde. Donc là, on a un mouvement prismatique, P prismatique, P prismatique, là, rotoïde. Les rotoïdes. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire le robot? Là, on voit bien que le robot, il peut voilà, faire une liaison comme ceci. Donc, il peut monter, descendre. Enfin, il peut basculer. Là, on a encore du rotoïde. Alors, ce qu'on remarque aussi, il pourrait, il pourrait, on peut avoir une rotation comme ceci, aussi rotoïde. Donc ici, la plupart du temps, c'est du rotoïde. Alors, on pourrait voir, bon, je suppose qu'il peut te... Bon, ici, c'est des suppositions, parce que je connais pas le robot, voilà. Mais on pourrait supposer qu'il tourne, qu'il y ait un mouvement rotoïde comme ceci. Donc, un moteur... Le rotoïde, c'est donné par des moteurs. Hein. On va dire ça comme ça. D'office. Donc, comment pourrait-on faire pour voir ceci? Alors, on a notre... Ceci.
Alors je vais dessiner cette pièce-là sous forme d'un cylindre. Puis vient cette pièce-là. Je schématise, hein, je vous le dis tout de suite, c'est un schéma. Donc, voilà. Et puis il y a le fameux gros bras. Et au-dessus, bien sûr, vous avez le. Quand je dis le bras, il est là, hein. C'est ça. C'est ça. Alors, ça c'est. On va dire la pièce 1, elle est là. P1. La pièce 2, elle est là. La pièce 3, elle est là. La pièce 4, elle est là et bien sûr là. Ici, il peut rentrer, sortir ici. Et puis, on a la pièce 5, qui est celle-ci. Donc, on a ceci. Si j'ai mal fait le cercle. Enfin, l'ovale, c'est un ovale. On le voit de côté. J'ai ceci, 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 ceci. Mon ovale, je vais le refaire comme ceci. Vient la pièce là. Voilà, puis on a une grosse pièce ici. Voilà. Alors, je vais essayer de travailler ça pour essayer de voir un peu mieux. J'ai complètement raté mon ovale. Voilà. Donc apparaît
remettre une autre couleur. Alors, on peut percevoir qu'est-ce que c'est. Bon, c'est vrai que l'autre, je dois la retravailler, mais enfin bref. Maintenant, je vais mettre les repères de ça. Donc, on peut mettre un repère. Ben, on peut remettre déjà un repère au sol. Hein. Je peux avoir un repère au sol. Alors, ce repère au sol, il est fixe. Alors, c'est tout des repères 3D. Hein. Voilà. Ici, il y a un axe de translation. Où je mettrai aussi un repère. Ensuite vient une translation. Il y a un axe, c'est une translation. Je mettrai aussi un repère ici. Donc là, on va avoir une rotation, si vous voulez. Une rotation. Alors ici, j'ai dit que bon, j'avais aussi une possible rotation. Il va tourner. Ou alors je peux le considérer fixe. Je peux le considérer fixe. Je peux le considérer fixe, c'est pas un problème. Oui, je peux le considérer fixe. J'avais dit, bon, il pouvait bouger au niveau du sol, mais ici, je vais le considérer fixe. Voilà. On va se dire que la pièce P1 ne tourne pas. Juste P2, l'organe 2, qui est la pièce P2, ou l'organe 2. Alors, l'organe 2, c'est celui-ci. Je vais considérer que lui tourne. Voilà. Que celui-ci tourne. Il y en a deux qui tournent. Il y en a un qui fait une translation. Donc ça veut dire que je vais avoir trois repères. Voilà, je préfère ça c'est bon. Parce que je ne pas considérer l'organe la pièce P1 ou l'organe P1 tournant. Juste P2 va tourner. Alors, l'organe P5 va tourner. L'organe P5, c'est celui-ci. Et alors, cette pièce-là sera en translation. Cette pièce-là sera en translation. Qui est la pièce P1. Ouais, j'ai mis de deux côtés P1, c'est la même pièce. Hein. Ici, c'est P1. Et là, on a P1. C'est l'organe 1 ou la pièce P1. Ah non, 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 c'est pas P1. Parce que P1 il est en dessous. P1, P2, P3. P4, c'est P4. Je remets P4. C'est pas P1, c'est P4. Ça, c'est P4. Parce que le P1, je l'ai mis ici. J'ai commencé ici. L'organe P1, l'organe P2, l'organe P3, à l'intérieur duquel on a P4 qui va faire une translation. Et puis on a l'organe P5. Donc, dans ceci, P1, je l'ai mis. L'organe P1, le voici. Vient P2 avec une rotation. Donc P1, il est fixe. C'est un repère fixe. Ça, c'est un repère fixe. Là, on a une rotation. P2. Ensuite, on a P3. Lui, il est fixe. Par contre, à l'intérieur, on a l'organe P4. Qui est ici, P4. Qui lui est en translation. Cet organe-là est en translation. Cet organe-là est en translation. Bien sûr, avec celui-là du bas. Quand il descend, il y a tout qui descend. Ça, c'est aussi P4.
Voilà, P4 est en translation, donc je lui mets un repère. Donc j'ai un repère, là c'est un repère fixe, en P1, au sol. Là il est fixe. Celui-ci, il est en rotation. Donc je vais appeler repère en rotation, repère en translation. Et donc j'ai P4, puis j'ai l'organe P5. Je vais le mettre à côté parce que c'est vrai que je dois mettre mon repère. Lui, il est en rotation. Donc je vais lui mettre un repère de rotation. Voilà. Puis bien, vient après, le restant, il bouge plus. C'est-à-dire ici, quand je dis le restant, c'est cette pièce-là. Cette pièce-là ne bouge pas. Alors, je vais quand même la mettre. C'est là, je peux mettre P6. Voilà, P6. P6, c'est une pièce que je vais mettre ici. Qui est dépendant de P5. Hein. Qui est dépendant de P5. Voilà. Donc vous voyez les repères. Repères en rotation. Et rotation. Alors on pourrait dénommer ces repères hein, en fonction des organes. Là où se trouvent les organes. Donc on a un repère fixe, fixé au sol. Deux repères en rotation. L'organe P2, P5 sont en rotation. Et P4 permet, j'ai pas dit qu'il est en translation, P4. Si, P4 est en translation au travers de P3. Attention qu'ici, j'ai pas dénommé correctement les choses parce que ici, le P4, c'est pas ça. Ça, c'est le P3, ça. Donc ici, on a P1, P2. Le P1, il est là. C'est la pièce ici. P1, P3, P2. Alors, vous voyez bien les axes. Je vais mettre les axes. Là, on a un axe de rotation qui est là. Je vais mettre en plus fin. Un axe de translation ici. Et on a un troisième axe de rotation qui est là. Et là, j'ai voilà, le repère qui peut faire une rotation. Voilà, la pièce P5 est en rotation. Donc le repère est en rotation en P5.
Et donc, ça veut tout dire, hein. Cette pièce-là permet la rotation comme ceci, voire dans l'autre sens, en rotation. Et donc ce repère, ben, il va faire la même chose, hein. Il permet une rotation, voilà, comme ceci, au travers de son axe de rotation. Celui-là, il permet un axe, une rotation au travers de son axe de rotation. Donc le repère là, il va faire soit ça, soit ça. Celui-ci, il est fixe, il ne bouge pas. Et alors on a un repère ici. Bien sûr, ça c'est une translation. C'est monter, voire descendre. C'est monter, descendre. Alors la mécanique, le chaînon, c'est quoi? Ben, on a P1 qui est relié à P2. P1 est relié à P2, qui lui est relié à P3. P3 qui est relié à P4, et P4 qui est relié à P5. Alors, de P1 à P2, rien ne se passe. De P2 à P3, on a une rotation. De P3 à P4, on a une translation. De P4 à P5, il n'y a rien. Par contre, le P5 permet une rotation. Le P5 permet une rotation. Donc on a deux rotations, une translation. Donc de P2 à P3, ici c'est la rotation. Alors de P3, P4, là on a la translation. P4, P5, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se fait. Par contre en P5, il y a une rotation. Bien sûr. À la pièce P6. La pièce P6, je pourrais dire que c'est... Voilà, je l'ai mis. La pièce P6, c'est... On va dire c'est le bras. Donc P5 à P6, on a une rotation. Et le P6, c'est ceci. Et bien sûr, en P1, on a un repère fixe. P1, P2, je mettrai ici, de P1, P2, il y a un repère fixe. Et donc vous voyez que celui-ci étant fixe, celui-ci étant mobile par une matrice de rotation, celle-ci une matrice de translation, celle-ci une matrice de rotation, ben, je peux trouver, voilà, dans le repère fixe, je peux trouver tous les mouvements, enfin toutes les coordonnées par rapport à toutes ces rotations. Donc je peux dire, ouais, P6, ouais, P6, par rapport au repère fixe, parce que tout est lié. Je vous remercie.